Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Une semaine rocambolesque sur le plan de la vie démocratique de notre pays, puisque nous aurons vécu des heures assez haletantes sur la tenue ou la non-tenue du gouvernement après la motion de censure déposée par la France insoumise. Je vais vous parler de tout ça et vous dire un peu ce vers quoi on va, puisque là on va désormais entrer dans l'examen du budget à l'Assemblée nationale. Mais pour revenir un petit peu en détail sur ce qui s'est passé dans la période précédente, il faut bien voir qu'il y a eu des bougées majeures opérées par chacune des forces politiques. Je vous en avais parlé en partie la semaine dernière. Je résume de quelques mots. D'abord du côté de Madame Le Pen, puisque Madame Le Pen était dans une phase de tentative de conquête d'un électorat de droite, petit bourgeois, en essayant de rassurer tout le monde et d'essayer de dire que oui, il y avait la possibilité de faire des compromis avec le macronisme. Ça s'est vu dans sa non-censure de François Bayrou pendant 9 mois, puis ça s'est vu dans le fait qu'elle ne votait pas la destitution du président de la République en bureau de l'Assemblée nationale et qu'elle refusait donc qu'on puisse juste examiner publiquement une motion de destitution du président de la République. Tout ça, c'était du passage de plat pour les macronistes. Mais ensuite, ils se sont tellement pris les pieds dans le tapis avec la nomination de Lecornu, celle de Bruno Le Maire, qui était détestée en particulier par les personnes d'extrême droite, que du coup, Madame Le Pen a eu d'autres choix que d'entrer dans une nouvelle phase dégagiste et d'essayer de se faire passer pour la première opposante, comme si tout le monde allait oublier ce qu'elle avait fait auparavant. J'en reparlerai dans quelques instants, mais quand on va arriver dans la phase du budget, vous allez voir que ces contradictions internes au Rassemblement national vont réapparaître dans une dimension qui va être intéressante à observer. Du côté des Républicains, c'est la cacophonie totale, puisque d'un côté, Bruno Retailleau, nouveau président du parti Les Républicains, quitte le gouvernement dans lequel il était et lui, il avait permis de sauver le macronisme après l'élection législative de 2024. Mais du côté de Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, alors cette fois-ci, c'était le soutien sans participation au gouvernement et donc la poursuite de la logique des macronistes. Du côté macroniste, bon alors là, c'est l'éclatement complet, plus personne ne contrôle rien. Des anciens premiers ministres de Macron disent qu'ils ne comprennent plus Macron et que Macron devrait partir. Ça fluctue dans les positions et on sent que c'est un état de décomposition complet dans la Macronie. Et puis enfin, il y a la gauche. Alors d'un côté, vous avez la France insoumise, force stable et sûre, qui a déposé la motion de destitution du président de la République, qui a déposé la motion de censure qui a failli passer à l'Assemblée nationale, et je vais y revenir. Et puis de l'autre, la direction du Parti socialiste qui a pris la décision incompréhensible, pour être parfaitement honnête, d'un accompagnement du macronisme et donc de la non-censure du gouvernement de Sébastien Lecornu, alors que moi je ne cesse de recevoir des messages de gens qui me disent mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu la censure du gouvernement alors que vu que le RN et l'UDR, donc le parti de Ciotti, l'a voté, normalement si la gauche l'avait voté dans son ensemble, eh ben on se débarrassait de Lecornu et potentiellement on retournait vers des élections. Bah oui, c'est ça le problème qui est posé, c'est que la non-censure du PS permet une continuité de la politique macroniste. Alors on va analyser un peu ce que dit le Parti socialiste sur le sujet et ce vers quoi on va effectivement aller, parce que entre les déclarations de Olivier Faure et puis la réalité, il y a un monde considérable. Le Parti socialiste a décidé de ne pas censurer le gouvernement Lecornu au motif qu'il y aurait une suspension de la réforme des retraites annoncée par Sébastien Lecornu. C'est faux. Ça n'est pas d'une suspension dont il s'agit, c'est d'un décalage dans le temps de cette réforme des retraites. J'avais fait une vidéo explicative sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver facilement. J'en dis simplement deux mots. En gros, ce en quoi ça consiste, c'est que au lieu que la réforme des retraites s'applique telle qu'elle s'applique aujourd'hui, eh bien, on décale la suite de son application dans le temps pour que on recommence à l'appliquer à partir de janvier 2028, après l'élection présidentielle de 2027. Sauf que ça, eh bien, ça n'aura d'impact et d'effet, non pas sur 3,5 millions de personnes, comme le répètent en boucle les membres de la direction du Parti socialiste, mais ça n'aura d'effet que, et encore, ça n'est pas sûr, que sur 800 000 personnes. Pourquoi ? Parce que n'est concernée que la génération 1964. C'est assez facile à comprendre. Ceux qui sont nés en 1964 auront 63 ans en 2027. Et donc, eux, ils pourront gagner 3 mois par rapport à s'il n'y avait pas eu de décalage de la réforme des retraites. Et gagner 3 mois, ça veut dire partir peut-être
à 62 ans et 9 mois. Vous voyez le gain considérable que ça représente. Et c'est la seule génération qui va être concernée, parce que ceux qui sont nés en 1965, ils n'auront que 62 ans en 2027. Donc si un pouvoir politique de droite ou d'extrême droite arrive au pouvoir et dit qu'il faut continuer la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, eh ben, ils l'auront dans l'os et ils ne pourront pas avoir d'avantage sur cette réforme des retraites. Mais encore une fois, on ne parle que d'un décalage. Ça veut dire que c'est juste un décalage dans le temps, et que même si il y avait, disons, qu'on en restait à ce décalage dans le temps, bah, ceux qui gagneraient quelque chose ne gagneraient à chaque fois que 3 mois, parce que c'est juste un décalage dans le temps de cette réforme des retraites. Bref, tout ça est lamentable, n'est pas un gain obtenu par le Parti socialiste, c'est plus, comment dire, une espèce de truc pour justifier une non-censure. Parce que la vérité, à l'évidence, c'est qu'il y a une partie de la direction du Parti socialiste qui n'a pas envie d'un retour aux urnes, qui a peur d'un retour aux urnes, et qui ne voulait pas affronter une potentielle dissolution de l'Assemblée nationale ou une potentielle démission du président de la République. Sauf que ça, c'est catastrophique, parce que l'accord qui est passé entre la direction du Parti socialiste et les macronistes, c'est que le gouvernement dépose à un moment donné un amendement dans, accrochez-vous, le PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc, à un endroit d'un gros budget qui est le budget de la sécurité sociale, il y aurait un amendement quelque part qui viserait à faire ce fameux décalage de la réforme des retraites. Oui, mais sauf que ça veut dire que pour avoir ce décalage de la réforme des retraites, qui n'est pas l'abrogation, qui n'est pas la suspension, il faudrait s'avaler tout le reste de ce qui est produit, de ce qui est prévu dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et qu'est-ce qu'il y a de prévu dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale tel que nous l'avons à l'heure actuelle? Eh bien, il y a par exemple le gel des prestations sur l'allocation adulte handicapé. Il y a par exemple le fait que les personnes qui souffrent d'affections de longue durée, comme des cancers, ceux qui ont de la chimiothérapie, vont perdre de l'argent, vont perdre jusqu'à 850 euros par an à cause de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Il y a le fait que les pensions de retraite ne vont pas être indexées sur l'inflation. Ça veut dire une perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble des retraités de notre pays. Bref, il y a plein de mesures à l'intérieur de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale tel qu'il est prévu à l'heure actuelle, qui ne peuvent pas être acceptées par des gens qui se disent de gauche. Ou alors c'est qu'ils ont changé vraiment de crèmerie et qui sont partis dans le macronisme et qui se sont fondus dans le macronisme. Mais vous voyez, l'arnaque est ici, parce que là c'est juste un pis-aller, c'est un gain de temps pour essayer de peut-être mieux se préparer, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils attendent de ça, la direction socialiste. Alors ils disent un peu n'importe quoi, ils disent d'abord non mais la non-censure c'est le moyen d'éviter une loi spéciale qui aurait fait un budget pire que celui qui nous est prévu là. Bah, pardon, mais c'est pas vrai. La loi spéciale, c'est quelque chose qui autorise le fait à ce qu'on prolonge le budget qu'on a déjà. Pardon, mais le budget de l'année dernière, il est moins pire que le budget qui est prévu par le Cornu pour cette année-là. Donc cet argument, il est complètement fallacieux. C'est moins pire d'avoir une loi spéciale qui prolonge le budget de l'année dernière que d'avoir un nouveau budget qui est mauvais. C'est moins pire. Alors c'est pas exceptionnel, mais c'est moins pire. Donc premier argument, c'est n'importe quoi. Deuxième argument, ils disent, oui, mais cette fois-ci, on va pouvoir faire des amendements. Vu que le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de 49.3, eh bien, ça veut dire que c'est le Parlement qui va décider. Et si c'est le Parlement qui décide, eh bien, nous allons pouvoir faire passer non seulement ce décalage de la réforme des retraites, mais en plus des amendements qui iraient dans le bon sens. Pardon, mais vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron a mis Sébastien Lecornu à la tête de son gouvernement pour que on arrive à faire passer, on ne sait pas comment d'ailleurs, un budget qui sera un budget nouveau Front Populaire compatible ou insoumis compatible, et qu'ensuite il va dire oh bah oui, je laisse le Parlement faire, aucun problème. Bien sûr que non, c'est pas comme ça qu'il va se passer. Il y a plein d'arnaques à l'intérieur de la Ve République pour éviter que ça soit une force politique qui irait contre l'avis du président de la République qui puisse imposer par le débat parlementaire, mais qui puisse imposer sa volonté. Et en fait, c'est pas très très compliqué comme méthode. C'est que ce soit qu'on parle du projet de loi de finances de la sécurité sociale ou qu'on parle du budget lui-même, je vais y revenir dans un instant, eh bien, il y a plein de moyens pour essayer de passer à côté
d'un vote qui irait vers un vote majoritaire, on va dire de gauche pour résumer les choses, sur le projet de loi de finances ou sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Je continue quand même sur l'ensemble des choses qui sont à l'heure actuelle prévues dans le budget dans son ensemble. Mais vous avez par exemple le retour de la déclaration de TVA, de l'abaissement du seuil de déclaration de la TVA sur les auto-entrepreneurs. J'en avais parlé il y a quelques temps. Mais en gros, c'est quoi l'idée? C'est qu'à l'heure actuelle, les auto-entrepreneurs ne doivent déclarer leur TVA qu'au bout d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Là, l'idée, c'est qu'on abaisse ce seuil-là, ce qui a deux effets potentiels. Soit déjà, ça a un effet paperasse pour les auto-entrepreneurs, qui est souvent mis de côté dans ce que ça veut dire, mais faire déclarer la TVA et faire la compta sur la TVA, c'est de la paperasse supplémentaire pour les auto-entrepreneurs. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas jusqu'à un certain seuil. Mais surtout, il y a deux manières de répondre à cette déclaration de la TVA. La première, c'est d'augmenter les prix. Bah oui, vous devez payer de la TVA, donc vous augmentez les prix pour vous faire le seuil de TVA que vous payez, quoi, en gros à peu près. Soit vous rognez sur vos revenus en vous disant, bah, j'augmente pas mes prix, mais par contre, bah, je vais gagner moins sur ce que j'ai vendu comme service ou comme produit. Donc ça, c'est une mesure qui touche de plein fouet les auto-entrepreneurs. Même chose sur les alternants qui vont perdre du pouvoir d'achat parce qu'ils vont augmenter la CSG et les cotisations sur les apprentis qui sont dans ces secteurs d'activité. Et puis, vous avez comme ça une série de mesures. La baisse des allocations familiales, parce que pour faire des économies, bah, pareil, on ne va pas indexer les allocations familiales sur l'inflation, ce qui représente une baisse de pouvoir d'achat pour les familles, et notamment pour les familles qui ont des enfants. Bref, globalement, c'est un budget qui va faire du mal à 47 millions de Français. On a fait le calcul. Il y a 47 millions de Français qui sont potentiellement touchés par des effets négatifs de ce budget et du budget de la sécurité sociale. Alors, vous allez me dire, en tout cas, enfin, vous n'êtes peut-être pas socialiste, donc c'est peut-être pas vous qui direz ça, mais les dirigeants du Parti socialiste vont dire oui, mais non, mais on va pouvoir amender. D'ailleurs, regardez, l'année dernière, on avait réussi à amender le projet de loi de finances et on avait fait passer la taxe Zuckman. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, l'année dernière, de fait, pour la première fois de ma vie, j'avais voté pour la partie recettes du budget de l'État parce qu'on avait fait passer 60 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires qui étaient réparties uniquement sur les plus riches. En gros, on avait rattrapé tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits par Emmanuel Macron dans les 7 dernières années et on avait réussi à récupérer cet argent sur les plus riches, ce qui d'ailleurs, si notre budget avait été appliqué, n'aurait pas mené à la situation dans laquelle est désormais notre pays sur le plan financier. Mais qu'est-ce qui s'était passé alors Eh bien, il s'était passé que quand le budget est adopté par l'Assemblée nationale, ou d'ailleurs quand il n'est pas adopté par l'Assemblée nationale, il part au Sénat. Et au Sénat, il y a une majorité de droite, parce que le Sénat est une instance qui est conservatrice. Donc ça part au Sénat, c'est amendé par le Sénat, et ensuite il y a une commission mixte paritaire, vous commencez à connaître un peu ces structures, c'est-à-dire une structure avec 7 députés, 7 sénateurs qui est censée représenter les équilibres politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat, et à l'intérieur de ça, vous avez 8 personnes qui sont et macronistes et LR, et qui donc à elles seules ont la possibilité d'être majoritaires en commission mixte paritaire. Ensuite, une fois que ça sort de la commission mixte paritaire après être passé par un Sénat qui a transformé un budget en truc dégueulasse, et ben vous sortez de la commission mixte paritaire et là vous avez deux options. Soit c'est une commission mixte paritaire dite conclusive, ça veut dire que là on va vers une deuxième lecture à l'Assemblée nationale et il y a un risque, mais je vais y revenir, c'est qu'on dépasse les 70 jours dans lesquels doit être fait l'examen d'un budget. Soit la commission mixte paritaire est non conclusive, donc on se retrouve avec un projet de loi de finances qui est mauvais, qui peut être soit adopté et bah, du coup vous vous retrouvez avec un mauvais projet de loi de finances, soit rejeté et pareil, vous repassez en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. C'est un petit peu technique, c'est un petit peu compliqué, mais retenez bien que, en gros, les hypothèses, c'est soit on sort de la commission mixte paritaire avec un budget dégueu qui est adopté et du coup on s'est fait avoir, soit on sort de la commission mixte paritaire avec quelque chose qui n'est pas finalisé, ça retourne à l'Assemblée nationale, et là il y a un autre risque, c'est qu'on dépasse le temps prévu pour l'examen du budget dans la Constitution, ça c'est 70 jours, et si on dépasse les 70 jours, que se passe-t-il? Le gouvernement fait passer son budget par ordonnance. Vous voyez, tout est prévu dans la Ve République
pour que, à la fin des fins, si jamais le président de la République et les amis du président de la République, parce qu'il peut y avoir des gens qui font de l'obstruction parlementaire, du bloc majoritaire pour que ce soit le gouvernement qui décide par ordonnance. Tout est prévu pour qu'à la fin des fins, la volonté du président de la République, c'est-à-dire d'un homme seul, puisse être respectée par ceux qui sont ces loyaux sujets de Monseigneur le roi président qui peut décider de tout seul. Et vous voyez comment, en faisant croire aux gens qu'on pourrait avoir un gain avec ce pouvoir politique-là, eh bien c'est un mensonge au final qui est fait par les dirigeants du Parti socialiste et qui laisse croire qu'on peut obtenir des victoires dans cette configuration-là. Non, ce qu'on peut obtenir dans la configuration telle qu'elle est faite à l'heure actuelle, avec le président de la République que nous avons à l'heure actuelle, c'est au mieux porter des contradictions à l'intérieur des camps de nos adversaires. Et c'est justement ce à quoi on peut s'employer politiquement. Mais ça exigerait d'avoir une cohérence qui soit respectée par les dirigeants du Parti socialiste, à savoir celle du programme du nouveau Front populaire. Malheureusement, ils ont décidé de s'en écarter. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je le dis au passage, mais si vous êtes des militants socialistes ou des sympathisants du Parti socialiste, je pense que là, il faut ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se produire. Comment avons-nous fait pour obtenir la victoire que nous avons obtenue dans les élections législatives de 2022 et de 2024. Nous nous sommes regroupés autour d'un programme de rupture qui rompait avec le hollandisme. Je rappelle que Emmanuel Macron, c'était un ministre de François Hollande. Il ne vient pas de nulle part, Emmanuel Macron. Donc on a réussi à rompre avec le hollandisme, on a réussi à avoir un programme de rupture. Nous, les Insoumis, nous y tenons et nous déployons une stratégie qui vise à porter la contradiction politique auprès de nos adversaires, en particulier auprès de l'extrême droite et auprès des macronistes pour essayer de les pousser dans des retranchements idéologiques dans lesquels ils n'ont pas envie d'aller. J'en prends un puisque je vous ai dit que je vous parlerai du Rassemblement national. L'année dernière, donc, je vous ai dit, on avait réussi à faire passer la taxe Zuckman sur un amendement de la gauche. Mais pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'époque, le Rassemblement national avait voté la taxe Zuckman. Et donc, il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer cette taxe Zuckman. Oui, mais sauf que cette année, le Rassemblement national a changé d'avis. Pourquoi le Rassemblement national a-t-il changé d'avis ? Eh bien parce que la stratégie politique du Rassemblement national dans la période, c'est d'essayer, je vous le disais tout à l'heure, d'aller convaincre la bourgeoisie que, vous savez, après tout, si l'extrême droite arrivait au pouvoir, ce serait pas si pire, parce que contrairement aux insoumis qui veulent faire payer les plus riches, eh bien, le Rassemblement national, lui, serait plus respectueux de la fortune des ultra-riches. Vous savez, ça, c'est la même logique que celle qui avait été adoptée dans les années 30 par un certain nombre de personnes qui disaient plutôt Hitler que le Front populaire. Ben voilà, on y est. Le grand patronat et un certain nombre de personnes qui sont très très riches, ils préféreront toujours avoir des fascistes et garder leur fric dans leur portefeuille plutôt que d'avoir à partager les grandes quantités de pognon qu'ils ont accumulées avec le reste de la population en payant la juste et digne part d'impôt que leur énorme profit exigerait. Donc, on est dans cette période-là, et le Rassemblement national, il essaye de les convaincre pour avoir un appui en retour. Enfin, faut pas être aveugle pour comprendre qu'en ce moment, vous avez, dans tous les médias, ils sont en train de faire la campagne du Rassemblement national en disant que c'est un pôle de stabilité, je sais pas quoi, en disant qui est le grand vainqueur de la période, le Rassemblement national, etc. Et vous avez des milliardaires comme Vincent Bolloré qui ont racheté des chaînes de télé, qui essayent à l'heure actuelle de racheter un journal papier. Vous avez des milliardaires comme Bernard Arnault qui sont dans cette logique-là, même si Bernard Arnault il a fait tout ce qu'il a pu pour soutenir Emmanuel Macron, ben, il ne va pas se mettre à dire que Jean-Luc Mélenchon il est fantastique, puisque Jean-Luc Mélenchon veut lui faire payer sa juste part d'impôt. Et puis vous en avez d'autres, Pierre-Édouard Stérin, il y en a plein des milliardaires désormais qui sont en train de partir vers le Rassemblement national parce qu'ils se disent c'est en train de se terminer, comme on vous le disait d'ailleurs, c'est en train de se terminer entre Le Pen et Mélenchon, et plutôt Le Pen que Mélenchon pour préserver les profits des milliardaires. D'ailleurs, ceux qui votent Rassemblement national, vous devriez vous en rendre compte maintenant, parce que là, vous allez vous faire les poches. C'est juste, ça va changer la tête de Macron par la tête de Le Pen. Mais sur le plan économique, c'est à peu près le même programme. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que justement, sur la taxe Zuckman, ils ont changé d'avis, le RN. L'année dernière, il l'a voté en disant que les riches devaient payer leur juste part d'impôt. Et cette année, ils ont dit qu'ils ne la voteraient pas en disant que quoi, comment, mais ça risque d'être mauvais pour l'économie. Bref, ils parlent comme des macronistes sur le plan économique dès qu'il s'agit de protéger les plus riches. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'examen du budget ? Par exemple, ça risque de ne pas passer. Il ne faut certainement pas compter sur les macronistes pour avoir changé d'avis. Donc, il y aura la gauche pour voter la taxe Zuckman et puis les autres qui ne vont pas la voter. C'est dommage, ça va vous changer le rapport de force à l'intérieur du budget. Donc, il y a une possibilité aussi
pour que la droite et l'extrême droite s'arrangent à l'intérieur du budget pour faire passer un budget dégueulasse, mais on aura écouté le Parlement. Et puis comme ça se sera passé dans des magouilles et des tambouilles entre Rassemblement national et macronistes, à la lumière de quelques petits amendements défendus ici ou là qui en font tomber d'autres. Je vous passe sur la bataille parlementaire, comment ça se passe. Mais vous aurez la potentialité de retrouver le Rassemblement national ami du grand patronat qu'on vient de perdre là pendant la période de 10 jours où il disait qu'il fallait une dissolution et aller vers des élections. Évidemment que le Rassemblement national est dans une logique qui alterne entre un coup essayer de convaincre la bourgeoisie et un coup essayer de convaincre les classes populaires. Et ça leur fait faire un grand écart. Ce grand écart, ça leur impose de temps en temps d'être dégagistes et le reste du temps d'être pas dégagistes. Donc il y a un moment donné où il va falloir que tout ça s'éclaircisse. Quelle est la position exactement, par exemple, de Madame Le Pen sur la retraite? Si elle arrivait au pouvoir, est-ce qu'elle supprimerait la réforme des retraites ou est-ce qu'elle la laisserait? Parce que M. Bardella, par exemple, avait dit qu'il faudrait voir, il avait dit pendant la campagne législative de 2024 qu'il faudrait faire un audit pour savoir si on pouvait supprimer la réforme des retraites. En général, quand il y a quelqu'un qui vient avec un beau costume et qui vous parle d'audit, méfiez-vous parce que c'est quelqu'un qui essaye de vous faire les poches. Et bien là, c'était Jordan Bardella en personne qui voulait faire un audit pour essayer de vous faire les poches sur la retraite et de dire que, oh là là, mon Dieu, les caisses sont vides et donc nous ne pouvons pas abroger la réforme des retraites. Bref, on va dans une période politique qui est celle d'un éclaircissement. Et c'est pour ça que c'est si dramatique d'une certaine manière la position de la direction du Parti socialiste, parce que ça ne permet pas la clarté. On pourrait avoir d'un côté un bloc cohérent de gauche qui dit destitution du président de la République, démission du président de la République, élection présidentielle anticipée, programme de rupture pour faire la 6ème République, l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires, la retraite à 60 ans et pas à 64 ou à 62, et planification écologique. Mais au lieu de ça, on a des stratégies des uns et des autres qui pensent déjà, je sais pas quoi, les élections municipales, une dissolution, potentiellement si jamais dans ma circonscription il y a machin, il y a bidule. Bref, tout ça ne va pas dans le sens de l'intérêt général et c'est très fâcheux. Voilà, je pense, ce que je pouvais vous dire. Alors évidemment, maintenant, on va vers une bataille budgétaire. Cette bataille budgétaire, vous pouvez compter sur nous pour la mener, hein. Nous, les Insoumis, on est cohérents, donc on va déposer des amendements, on va essayer d'obtenir des victoires. On va essayer d'obtenir des victoires tellement importantes que ça rende impossible l'adoption du budget par les macronistes et les lepénistes, parce qu'une voie de blocage possible de la situation pour revenir aux urnes et faire partir Emmanuel Macron, bah, c'est aussi la possibilité que dans ce budget-là, on obtienne de telles victoires que ça oblige le gouvernement à partir jusqu'à un 49.3. Et si 49.3 il y a, censure il y aura. Et cette fois-ci, il y a de grandes chances que la censure soit adoptée par l'Assemblée nationale. En tout cas, nous, on va faire ce qu'on peut pour obtenir des victoires sur la base du programme qu'on a porté dans l'élection, que nous continuons à défendre et dont nous savons que c'est ça que les macronistes ne peuvent pas s'avaler, le partage de la richesse. Et il est temps qu'on y arrive et qu'on passe aussi à d'autres outils. Je pense que là, tout le monde a compris à quel point passer à une 6ème République, c'est quelque chose qui serait extrêmement utile et bénéfique pour notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette période politique, parce que je sais que là, c'est bien chaud, il y a beaucoup de discussions politiques, tout le monde s'intéresse à la politique alors que souvent c'est un sujet qui peut être parfois laissé de côté. Donc vraiment n'hésitez pas, dites-moi en commentaire et puis je lirai tout ça avec une grande attention. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine actu politique de la semaine.